Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de l'éco-conception organisé par Refashion. Donc, je suis Clotilde Champetier de l'association Auré et je suis entourée aujourd'hui de Clotilde Monzeau de chez Refashion qui va prendre la parole dans une minute et d'Anne-France Mariaché qui est notre intervenante ce matin. Et je précise que Claire Ramazaï nous a aussi aidé pour la préparation de ce webinaire. Donc, on est radis et je pèse mes mots d'aborder cette thématique des modèles économiques du secteur textile parce que, et Anne-France le dira au moins aussi bien que moi, mais parce que l'éco-conception, c'est bien, mais ça n'est pas suffisant. Il est indispensable pour les structures du secteur textile de s'intéresser à leur modèle économique pour faire face aux enjeux environnementaux qu'on essaie de vous accompagner à adresser progressivement. Voilà, le programme est assez simple ce matin puisque Clotilde va prendre la parole pour vous présenter succinctement Refashion et ensuite on entendra Anne-France Mariaché vous parler de cette thématique. Donc Anne-France, tu es accompagnante économie circulaire sur la thématique des nouveaux business models et cofondatrice de la presse de l'économie circulaire. Donc voilà, tu étais tout indiqué pour prendre la parole aujourd'hui. Voilà, en fin d'atelier, on vous parlera, comme on le fait à chaque fois, de la plateforme EcoDesign et on vous partagera quelques ressources utiles. Je précise qu'il y aura un temps de questions-réponses à l'issue de l'intervention d'Anne-France. Je vous invite à poser vos questions au fur et à mesure dans comme vous avez commencé à le faire, là, dans la section questions-réponses plutôt que dans le chat. Ça permet de centraliser les questions. Voilà, c'est tout pour moi. Cécile, je te laisse la parole. Ça marche, super, merci Clotilde. Hop. Donc, je suis Clotilde Monzo, je suis chargée de projet éco-conception chez Refashion et je vais vous présenter, enfin vous rappeler en 3 minutes chrono qui est Refashion. Donc, Refashion, c'est l'éco-organisme de la filière textile d'habillement, linge de maison et texte et chaussures, pardon, en France. On a été créé en 2008 suite à la loi REP, donc c'est la responsabilité élargie du producteur. Et ce qui est important à retenir, c'est qu'on est une SAS à but non lucratif et on est agréé par les pouvoirs publics, en l'occurrence par le ministère de l'écologie et le ministère de l'économie. Autre point important sur cette slide, c'est qu'on est 100% financé par ce qu'on appelle les metteurs en marché. Les metteurs en marché, c'est donc les marques, les distributeurs et les fabricants de textiles d'habillement, linge de maison et chaussures. Et ce moyen de financement est appelé les éco-contributions. Et donc, le but, la mission première de Refashion en tant qu'éco-organisme, c'est d'être en charge de la prévention et de la gestion de la fin de vie des produits qui sont mis sur le marché, donc produits textiles et chaussures, qui sont commercialisés à destination des particuliers sur le territoire français. Et donc, pour réussir cette mission, on a tout un écosystème avec pas mal de parties prenantes différentes. Donc, on retrouve les metteurs en marché qui nous versent les éco-contributions. On retrouve aussi les pouvoirs publics qui nous donnent notre agrément et à qui nous faisons un reporting assez régulier. Et donc, plein de parties prenantes différentes. Donc, on retrouve par exemple les opérateurs de tri que nous soutenons financièrement, les collectivités locales et via de la communication. Et également, Refashion réalise de la communication en direct auprès des citoyens français. Et un autre point, sinon, je vais être un petit peu trop longue sur cette slide qui est très, très riche. Nous soutenons également l'innovation projet, notamment tout ce qui est R&D, expérimentation. Par exemple, toutes les recherches et développements en vue d'optimiser et de faire grandir le recyclage en France et en Europe. Je vais laisser maintenant prendre la parole à Anne-France. Je vais te laisser aussi, Anne-France, prendre la main sur les slides. Je vais arrêter de partager. Et du coup, j'en profite là pendant le petit passage de PowerPoint. Effectivement, il y a déjà plusieurs personnes qui nous ont demandé si le support serait disponible à la fin du webinaire. Alors oui. Et j'en profite pour rappeler que l'ensemble des webinaires sont aussi accessibles sur YouTube suite au webinaire, s'il y a des petits détails que vous avez envie de revisionner et qu'en plus, Refashion est en train de travailler à un format condensé du contenu. Donc, vous aurez largement les supports à la suite
et voilà, donc concentrez-vous sur l'écoute. Anne-France, c'est à toi. Bonjour à tous, Anne-France Maria-Kerr. Tout d'abord, un grand merci pour l'invitation. Je suis ravie de venir parler de ces problématiques avec vous. Comme Clotilde l'a dit, n'hésitez pas à poser des questions, on y répondra à la fin pour que nous puissions discuter sur ces problématiques. Alors, je vais commencer ma petite présentation. J'espère que ça sera clair pour tous. Est-ce que vous voyez les slides? Oui, Alors, c'est parti. Rapidement, même si Clotilde l'a évoqué au début, je suis consultante, j'accompagne les entreprises dans leur démarche d'économie circulaire et de nouveaux business models parce que je trouve que c'est un des points forts de l'économie circulaire, c'est que ça vient gratouiller les business models et vient générer des nouvelles réflexions. Je suis professeure habilitée affiliée à l'ESCP Business School pour embarquer tout le monde dans ces enjeux. Et enfin, je suis la cofondatrice de la fresque de l'économie circulaire. J'imagine que la plupart d'entre vous sont familiers du concept de fresque. Je vais prendre vraiment une petite minute pour vous parler de cet atelier parce que je ne suis pas objective, mais je le trouve génial. Donc, je voudrais vous le présenter. L'idée de la fresque, c'est de faire comprendre le pourquoi on a besoin d'aller vers l'économie circulaire, mais aussi le comment. Donc voilà, c'est un atelier ludique impactant. En gros, je pense que c'est un très bon moyen d'embarquer les équipes de tout niveau, hein, du CEO aux équipes éco-conception, aux équipes commerciales, voire même aux équipes en magasin, sur ces enjeux et ces évolutions. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à contactez-moi ou l'asso. On sera ravis de venir discuter de tout ça. Un petit point, tout ce qu'on évoque dans cette présentation, en fait, on en parle dans la fresque, alors à différents niveaux, hein, mais c'est sur des sujets évoqués lors de la fresque. Voilà pour le principe. Alors, un petit détail, c'est aussi un très bon moyen de comprendre la CSRD, ce qu'il va falloir faire pour la CSRD, notamment sur la partie, je parle aux spécialistes, un ESRS 5 qui parle d'économie circulaire. Sujet d'aujourd'hui, repenser nos modèles d'affaires. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je pense qu'il faut se remettre un petit peu en contexte. Pourquoi doit-on repenser nos business modèles d'affaires? On fait tous face à quelques enjeux, je pense que vous êtes tous familiarisés. On a essayé de les schématiser ici. Bien sûr, une problématique changement climatique, des problématiques de biodiversité qui sont très importantes et le secteur du textile est fortement impacté ou impacte forcément cet enjeu. Des raréfactions des ressources et puis aussi un gros problème de pollution et de toxicité. Voilà, c'est la façon dont nous, à la fresque, hein, on définit ces quatre grands enjeux auxquels nous faisons tous face, à la fois en tant que citoyens comme entreprise, et sur lesquels nous ne pouvons plus ne pas jeter un œil et essayer d'agir. Il nous en manque un cinquième, hein, qui est peut-être le plus important, c'est que ces quatre grands enjeux viennent impacter notre capacité à vivre tous et toutes correctement sur cette planète. Donc voilà, on a ici peut-être le meilleur moyen de se dire oui, il va falloir qu'on repense nos business models d'affaires face à ces cinq grands enjeux. Alors, quel est le rapport entre votre activité en tant qu'entreprise et ces cinq grands enjeux? Tout se résume sur l'économie linéaire. L'économie linéaire, c'est le système c'est le système dans lequel on vit aujourd'hui, la façon dont on crée la valeur économique dans notre monde aujourd'hui. Alors, très souvent, on définit ce système d'économie linéaire en trois mots, en anglais. Hein. Trois mots, c'est le take, make, waste. Donc, vous avez tous entendu parler. Alors, moi, j'aime bien ces trois mots, mais je trouve qu'il en manque un. Et ce mot qui manque, c'est le use. C'est bien nous, au milieu là, de cette phase, parce que finalement, c'est bien le consommateur qui tire ces flux. Si le consommateur demain arrête d'acheter, de consommer, eh bien, ce système ne marche plus. Donc, il faut bien qu'on s'intègre là-dedans. Alors, je ne cherche pas à dire que le consommateur est le seul coupable et le mauvais élève. Bien évidemment, toute la société pousse à ce que nous consommions, hein, mais néanmoins, on reste l'acteur qui déclenche ces flux. Ça veut dire qu'on est part du problème, mais que nous sommes, en tant que citoyens, part de la solution. Alors, quand on voit ces quatre mots qui s'appliquent à peu près à tous les secteurs d'activité d'aujourd'hui, on a l'impression qu'ils sont tous équivalents en termes de temps. Donc, j'aime bien les réinscrire dans une logique de temps. Et pour ça, j'utilise ce petit schéma. Aujourd'hui, on consomme de plus en plus de ressources pour déclencher de plus en plus de déchets.
C'est un résumé de notre système linéaire. Alors, si on réinscrit nos 4 étapes dans ce schéma-là, on va utiliser des ressources qui, dans certains cas, ont pris 4 milliards d'années à se créer. Au milieu, on va avoir notre petit temps de je fabrique, j'utilise pour régénérer des déchets qui vont rester longtemps. Donc, de le visualiser comme ça permet de prendre conscience de ces ressources que nous pillons, que nous utilisons pour générer des déchets. Alors, sur ce système linéaire, on extrait de plus en plus de ressources. Je vais rester à un niveau général pour l'instant, mais je vais aller vite. Petite visualisation de ce que nous extrayons comme ressources chaque année. Donc, on avait en 1970, on extrayait 27 gigatonnes de ressources par an. Je parle de matière, je ne parle pas eau ni sol. Aujourd'hui, nous extrayons 100 gigatonnes de matière par an. Alors, ce chiffre est tellement énorme qu'on est incapable de se le visualiser. Donc, on vous a fait un petit calcul. C'est comme si chaque année, on construisait un mur autour de la Terre, 40 000 km, que ce mur ferait 10 mètres de large. C'est un joli mur quand même, 10 mètres de large. Et il ferait 250 mètres de haut. Et à la fin de l'année, on détruit totalement ce mur pour recommencer. Et ça, c'est notre système qui est dans cette course perpétuelle à de plus en plus d'extraction de ressources. Si on projette cette extraction de ressources à l'aune de 2050, on estime qu'on va, si on continue de la même façon, extraire 180 gigatonnes de matière par an. Donc notre mur, il va passer de 250 mètres de haut à 450 mètres de haut, toujours pareil. Donc on prend conscience globalement de cette problématique. Je continue avec un chiffre assez global. L'extraction de ces ressources donc, pose un problème sur la raréfaction des ressources, mais pas seulement. On considère que l'extraction et la transformation des ressources contribuent à 50% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, quand on parle économie circulaire, en fait, c'est aussi un moyen de lutter contre le changement climatique, puisque ça va nous permettre de réduire nos émissions. Alors, ça contribue aux émissions de gaz à effet de serre, mais ça contribue aussi aux atteintes à la biodiversité, avec nos pesticides et autres joyeusetés que nous utilisons, et contribue aussi au stress hydrique. Voilà le panorama global des enjeux globaux sur notre système linéaire et ce à quoi nous faisons face et ce que nous devons essayer de faire changer. Alors, dans le secteur du textile, tout ça, tout ce qu'on vient de voir s'applique. Je ne vais, rassurez-vous, pas passer beaucoup de temps sur les enjeux du secteur textile. Je pense que vous êtes tous extrêmement sensibilisés, que vous en savez autant, voire plus que moi sur le sujet. Mais si on regarde les ressources, les impacts, le discours qu'on vient d'avoir s'applique. Émissions de gaz à effet de serre, consommation d'eau, utilisation du sol, pesticides, pollution, transport, microplastique, bref, tous les enjeux qu'on connaît sur le secteur du textile. Ça, c'est sur notre partie amont. Et puis, bien sûr, sur la partie déchets, on a tous en tête ces images de décharges de vêtements exportés. Donc, voilà, moi, je ne vais pas passer beaucoup de temps ni sur l'amont ni sur l'aval. Mais comme j'ai commencé à vous le dire, le nœud du problème, il est bien sur cette petite phase-là, au milieu du make and use. Et donc, on va passer plus de temps là-dessus parce que c'est ce problème-là qu'il serait bon que nous essayions de résoudre. Quelques chiffres là-dessus, 140 milliards de vêtements produits par an et environ 110 milliards de vêtements jetés par an. Nous sommes 8 milliards sur Terre, ce qui, en gros, c'est une moyenne de 17 vêtements par habitant par an, sachant que la répartition est évidemment pas équilibrée au niveau du monde. D'ailleurs, je vous remets quelques chiffres qui viennent de Refashion sur la France. Nous, Français, achetons 50 vêtements par an, un vêtement par semaine pour nous habiller. On considère que 70% de ces vêtements seraient non portés et dorment au fond de notre placard. Je ne sais pas si ce chiffre vous paraît complètement hallucinant, mais moi, il me parle. Je pense que comme, voilà, si je faisais un petit audit de mon placard, je ne sais pas si je n'y serais pas. Donc, ça vient interpeller sur cette hyperconsommation de vêtements qui est largement connue. J'aime bien ce chiffre aussi. Sur ce qu'on jette par an, nous, Français, on considère que 2 tiers des vêtements que nous jetons à la poubelle, pour simplifier, pourraient encore être portés. Donc, ces quelques chiffres mettent un éclairage assez cru sur la façon dont nous consommons aujourd'hui nos vêtements dans le monde. Je vous donne un dernier chiffre et c'est promis, après, on va passer à du plus concret.
Vous vous souvenez, 50 vêtements achetés par an, en gros, 50 vêtements achetés par Français par an. Il y a une étude qui est parue qui dit quel serait le nombre de vêtements qu'on nous pourrions acheter pour respecter les accords de Paris de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, de neutralité carbone, etc., dont vous êtes tous familiers. Eh bien, ce chiffre idéal cible de vêtements à acheter par an serait de 5. Ça nous permet de nous prendre conscience de l'enjeu, qu'il ne s'agit pas de réduire notre consommation de 10% ou de réduire les impacts de 10%, de 50% ou de 100%. Il s'agit de diviser par 10 ce qui se passe sur le secteur. Alors là, je vous fais peur, mais enfin j'espère, c'est le but. Mais en tout cas, ça nous montre les enjeux auxquels nous faisons face et que le secteur du textile va devoir adresser d'une façon ou d'une autre. Très souvent, j'entends oui, mais on recycle. Alors, très bien. Allons regarder un petit peu ce qui se passe dans ce secteur-là. Donc là aussi, j'utilise des chiffres Refashion, référence sur le secteur. Le taux de collecte du textile est de 31%. Nous ne sommes pas encore un tiers. Alors, ces chiffres augmentent grâce aux actions de Refashion, entre autres, mais restent malheureusement aujourd'hui encore très marginales. 30% seulement des vêtements sont collectés. Alors, on va les regarder un petit peu plus en détail. Qu'est-ce qui se passe avec ces vêtements collectés? Alors, les chiffres, ça adresse d'ailleurs les vêtements collectés et triés. Donc, ça redescend, mais je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Il y a une partie non négligeable de réemploi, et c'est très bien, mais la plupart de ce réemploi se fait à l'étranger. Alors, on parlait recyclage, 30% de taux de collecte. Sur ces éléments collectés et triés, le recyclage ne touche que 31% de ces vêtements. Donc, si j'applique le 31% au 31%, on arrive à 10%. Donc, certes, le recyclage est indispensable, mais on voit bien que dans le monde d'aujourd'hui, ça ne nous permet pas de résoudre le problème. Donc, ce n'est pas du tout un discours anti-recyclage, mais c'est un discours qui dit que ça ne suffit pas, et on va le voir plus en détail, qu'il y a plein d'autres choses à faire avant. Alors, votre enjeu, vous, en tant que metteur en marché, c'est de s'inscrire dans ces enjeux-là, de changer la façon dont on travaille. Il va falloir, ou en tout cas, j'espère votre souhait, c'est de dire comment je peux réduire l'utilisation des ressources et réduire mes impacts, tout en garantissant la pérennité de mon entreprise. L'idée n'est absolument pas de tuer les entreprises, mais juste de changer la façon dont les entreprises fonctionnent. Donc, on va essayer de garder cette envie de pérennité de l'entreprise. Et quand je parle de pérennité, je parle de pérennité sur deux aspects. La pérennité financière, oui, maintenir des emplois, oui, permettre de satisfaire les besoins des consommateurs, mais aussi la pérennité à moyen terme de votre entreprise, comment votre entreprise s'adapte aux évolutions qui viennent. En gros, la question, c'est face à ces enjeux, face à ces problèmes, comment peut-on avoir un modèle d'affaires qui soit future fit? Alors, le mot en français, c'est éco-compatible. Moi, je trouve qu'il ne parle pas, donc je suis désolée, je vous laisse le mot future fit. Comment demain être un metteur en marché, une marque, un distributeur qui permettent de continuer à assurer la pérennité de mon entreprise tout en faisant face aux grands enjeux de ressources et d'impact. Alors, c'est ça qu'on va essayer d'aller regarder. J'espère que vous n'attendez pas de ma part une baguette magique qui va résoudre tous vos problèmes en un coup de doigt, parce que malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est un chemin qui va être long, qui va être difficile, mais j'espère que vous allez voir toutes les petites actions, voire les grosses actions qui peuvent être mises en place pour aller vers ce modèle de Future Fit. Alors, maintenant qu'on a compris le pourquoi, on va essayer d'aller regarder le comment. Quel nouveau modèle d'affaires nous permettrait de répondre à ce double objectif, moins de ressources et d'impact et pérennité de l'entreprise? Avant de rentrer dans le détail, je vais vous parler d'un modèle que nous aimons beaucoup. C'est le modèle du Value Hill, la montagne de la valeur. Alors, je pense qu'il est important de passer un petit peu de temps là-dessus parce qu'il explique vraiment le pourquoi. Ici, on est encore sur le système linéaire. Et on vient regarder le modèle de fonctionnement de création de valeur dans notre système. On a un axe temps en horizontal, puis un axe valeur en horizontal. Dans notre système linéaire, nous extrayons des ressources qui ont une très faible valeur que nous allons transformer, assembler pour créer des produits distribués. Et donc, on voit que notre ressource ici, la valeur de notre ressource va grimper sur la colline de la valeur.
Là, je suis en phase de pré-usage avant que ça arrive dans les mains du client. Mon produit maintenant est fait, va être vendu à mon client. On passe en phase d'usage. Et là, la valeur de mon produit reste un peu près stable. Elle a tendance à diminuer un petit peu, mais pour simplifier, on va dire que la valeur de mon produit reste stable. Phase d'usage. On passe à la troisième phase. On parle de pilier chez nous. Mon client ne veut plus de son produit. Dans notre système linéaire, qu'est-ce qui se passe? Je jette, je vais soit incinérer, soit stocker en décharge. Et dans ce cas-là, à ce moment-là, on voit bien que la valeur de la ressource, de notre produit, de la ressource en général, va dégringoler sur la colline de la valeur. Ça, c'est la façon dont fonctionne notre système linéaire. Je prends des ressources qui ont mis 4 milliards d'années à se créer, dans la plupart des cas, je leur fais gagner de la valeur pour une période très courte et ensuite elles perdent de la valeur. Un des effets pervers de ce fonctionnement-là, c'est que comme nous sommes toujours en recherche de créer plus de valeur, eh bien le seul pilier où nous pouvons agir, c'est sur la phase d'usage. On va avoir cet effet pervers qui est de dire je veux créer plus de valeur, donc je me débrouille pour que mon produit soit utilisé le moins longtemps possible pour pouvoir régénérer ce cercle parfaitement vicieux. Ça, c'est le fonctionnement du système linéaire. Une fois dit comme ça, on se dit qu'il y a peut-être des choses à changer. Donc, si je le résume, première phase, création de valeur économique, tant mieux. Cette création de valeur va créer des emplois, va créer de la richesse, rien à dire là-dessus. Sauf que derrière, on va faire la destruction de valeur de façon très rapide, avec l'effet induit, la course au volume qu'on vient de voir. Donc, c'est ça qu'on va essayer de changer. Donc, on va maintenant passer à la colline de la valeur en version circulaire et on va voir certains piliers, comment on peut agir. Sur la phase de pré-usage, on va essayer de réduire la consommation des ressources et les impacts. En gros, de faire les choses mieux, c'est possible et je sais que vous faites déjà beaucoup de choses sur ce sujet-là. On y reviendra. Et on va aussi repenser la phase d'usage. La première chose qu'on va faire, c'est essayer d'allonger la durée de vie de nos produits. Quitte à avoir extrait des ressources, les avoir transformées avec tous les impacts, au moins que ça serve le plus longtemps. Comment? J'y reviendrai. Je suis sûre que vous avez déjà plein d'idées. On va essayer d'allonger la durée de vie. Mais ce n'est pas tout. On va aussi essayer, je vous en parle dans quelques instants, c'est ce que nous avons symbolisé ici avec ces 3 petites icônes. Avant de vous expliquer ce qu'il y a derrière, je vais vous poser une question. Vous allez essayer d'y répondre. Ma question est, quelle est la durée pendant laquelle une perceuse est en marche sur tout son cycle de vie? En gros, vous achetez une perceuse de bonne qualité, par exemple une perceuse Bosch, que vous allez garder 10 ans. À votre avis, en moyenne, combien de temps cette perceuse est utilisée? Je vous laisse quelques secondes pour y réfléchir. Très souvent, quand je pose cette question, je vais avoir des réponses type 3 semaines, 2 jours, 48 heures, etc. En fait, la réponse ici de cette durée d'utilisation de la perceuse, c'est 13 minutes. Une perceuse est utilisée sur sa durée de vie en environ 13 minutes. Là aussi, souvent, je pose la question, qui a une perceuse? Et là, tout le monde lève la main, voire 2. Moi, la première, j'ai 2 perceuses. Pourquoi? Parce que la première, paraît-il, n'était pas assez bien. Il fallait absolument une deuxième perceuse. Comment peut-on expliquer que dans notre société actuelle, nous ayons tous une perceuse alors que nous allons l'utiliser 10 minutes en 10 ans? Et ça, c'est un des problèmes qu'il va falloir qu'on essaye de résoudre. Alors, je vous parle perceuse, j'aurais pu vous parler vêtements. On a évoqué pourquoi nous avons tous tant de vêtements dans nos placards alors que nous ne les utilisons pas suffisamment. J'aurais pu vous parler d'une voiture. Une voiture à Paris aujourd'hui, elle roule 5% du temps. Pourquoi avons-nous tous une voiture? Si on remet en perspective de tous les impacts que la production de cette voiture, la production de ces vêtements, la production de la perceuse ont généré, au moins que ça sert. C'est vraiment cette idée-là derrière. Donc, c'est ce qu'on a symbolisé ici avec intensifier l'usage. Comment peut-on intensifier l'usage de nos produits pour que nous puissions tous bénéficier de ce dont on a envie? Je n'ai pas envie de refaire des trous dans mon mur avec une vrille. J'ai besoin d'une perceuse, sauf que peut-être je peux ne pas la posséder et on va pouvoir intensifier l'usage. Ça, c'est notre deuxième pilier. Je passe au troisième pilier qui va être circulariser. Mon client ne veut plus de son produit. Si je reste dans un système linéaire, il part à la décharge ou à l'incinération. Et là, on va essayer de conserver la valeur de cette ressource, de ce produit, et la réintégrer dans le système économique. J'étais un petit peu longue, mais je trouve que ça explique le pourquoi de l'économie circulaire. Alors maintenant, on va rentrer dans le détail de ce qu'on peut faire sur ces 3 piliers dans le secteur du textile.
avec cette idée de garder la valeur de notre ressource. Je commence par le pilier 3. Je suis sûre que vous y avez tous pensé. Comment je peux circulariser? Bah, bien sûr, avec le réemploi, la seconde main. Alors, dans les 10 dernières années, hein, on est passé des friperies qui étaient réservées à une très petite partie de la clientèle, hein, enfin des consommateurs. On a vu tous l'émergence du Bon Coin, des Vinted, etc., avec les effets négatifs qu'on connaît tous, hein, mais aussi des plus petits acteurs qui viennent sur ce secteur-là. Ça, c'est ce qui s'est passé dans les 10 dernières années. Et aujourd'hui, on voit des marques qui se disent, mais pourquoi laisser faire ça par des acteurs indépendants alors qu'ils vont profiter de ce que moi j'ai fait en tant que marque ou en tant que metteur sur le marché, de créer des produits, de créer une image de marque, de créer une fidélité avec mes clients, et eux viennent profiter de ça. Je vous mets quelques exemples. Patagonia, qui depuis longtemps, aujourd'hui, permet de racheter ses produits, rachète les produits Patagonia et va les revendre en seconde main sur un site dédié. Mais j'aime bien l'exemple de Petit Bateau, qui va créer des corners dans ses magasins de produits de seconde main. Donc ce n'est plus je le fais en douce sur le côté, c'est je l'intègre dans ma proposition au client. Aujourd'hui, chez Petit Bateau, c'est jusqu'à 10% du chiffre d'affaires, avec un objectif de passer à 30% du chiffre d'affaires de Petit Bateau en seconde main. Qui habille silence aussi. Je vous donne un dernier exemple que j'aime beaucoup, Perpète, donc c'est une marque de vêtements d'enfants, qui va jusqu'à intégrer cette notion de seconde main dès le début. En gros, dans le prix du vêtement, il y a une part de consigne. Donc Perpète se positionne en disant, en fait, moi, mes vêtements, je veux gérer leur cycle de vie jusqu'au bout. Et donc, si vous me le rapportez, vous avez en fonction de l'État un avoir et alors je ne sais plus si c'est un avoir ou un rachat. En tout cas, c'est intégré dès le début dans le business model de vente. Seconde main, impact positif, impact négatif. Je vous mets ici un chiffre qui me paraît très optimiste, mais c'est pas grave, on le prend, hein, c'est un chiffre officiel. 80% d'empreinte carbone en moins sur un vêtement. Alors même s'il est optimiste, ça montre bien que la seconde main a un impact environnemental beaucoup plus faible. Là, on vous parle carbone, on aurait pu parler empreinte matière, empreinte eau, empreinte sol et aussi pesticides. Clairement, ça a un très bel impact, enfin, c'est une belle réduction d'impact d'aller vers la seconde main. Attention aux effets rebonds. J'imagine que ce concept vous parle. Et les effets rebonds, notamment dans la mode de l'utilisation de la seconde main, sont très importants. Il y a beaucoup d'études sur le sujet. Qu'est-ce que c'est cet effet rebond? C'est j'achète 3 vêtements parce que de toute façon, je sais que je vais pouvoir les revendre sur Vinted. Donc en fait, si on est dans cette logique-là, on ne va pas réduire la consommation de vêtements, mais on va continuer à entretenir cette course au volume. Les effets rebonds sont importants. Donc c'est probablement là aussi que nous, en tant que consommateurs, mais aussi en tant que marque, il va falloir qu'on fasse attention à ce que nos actions circulaires n'aient pas des effets rebonds qui viennent annihiler les avantages de la chose. Je continue un petit peu sur la seconde main. Vous savez tous l'ampleur que cela prend dans le secteur de la mode, hein. Ici, vous avez des chiffres de 2023 sur la part de marché de la seconde main dans le secteur du textile. On est quasiment à un quart, avec une croissance très forte. Là, un chiffre américain, taux de croissance de la seconde main, c'est du plus 25% par an. Donc, on est sur des taux de croissance à 2 chiffres et du bon 2 chiffres, 25%. Donc, et avec en parallèle la vente de vêtements neufs qui est soit en légère croissance sur ce chiffre-là, soit en décroissance. On sait tous ce qui se passe aujourd'hui dans ce secteur et que c'est compliqué. Du coup, conséquence, quelles sont les marques aux États-Unis qui se mettent à lancer de la seconde main? Et on voit ici l'évolution, que ce soit les marques ou les retailers, tout le monde s'y met. Le message, en fait, ici, c'est avec vous ou sans vous. Moi, j'ai beaucoup de discussions avec les marques qui me disent oui, mais alors la seconde main, c'est un problème d'image pour nous, c'est pas la même cliente, c'est la cannibalisation de chiffre d'affaires. Certes, pas de souci, vous ne voulez pas y aller. D'autres vont le faire à votre place sur vos produits que vous avez créés avec amour, avec votre image, etc. Le message est avec vous ou sans vous. À vous de choisir par rapport à ça. Alors, seconde main, face à des acteurs comme les Vinted et Boncoin qu'on voit, comment vous pouvez trouver votre place? Quel service vous pouvez créer pour faire cette différence? Je pense que là, on va rentrer dans cette piste du reconditionnement qui va vous permettre de créer plus de valeur et donc de trouver votre place là-dessus.
Alors, le mot reconditionnement, on l'associe beaucoup, j'imagine que vous l'associez avec l'exemple de back market, hein. Plutôt que d'acheter un téléphone sur le Bon Coin, où je n'ai aucune garantie, je ne sais pas ce qui se passe, aucune visibilité, bah, je préférais passer par back market ou un autre acteur du reconditionnement, Recommerce, Siège, je devrais citer ces exemples qui sont plus vertueux. Parce que en tant que consommateur, je sais que ça va avoir été contrôlé, nettoyé, les pièces usées vont avoir été changées et surtout, je vais avoir une garantie. Donc là, si on applique cet exemple-là au textile, je vous mets quelques exemples ici de marques qui viennent se dire, pour contrer la seconde main sans moi, je vais devoir proposer un service en plus. Alors du premier niveau, l'exemple de Petit Bateau qui trie et désinfecte, hein, qui recrée cette confiance. On peut aller plus loin, par exemple avec North Face, qui va réparer, restaurer, nettoyer les produits pour pouvoir les proposer. Je ne vais pas vous faire tous les exemples. J'aime bien le côté certification Rolex. C'est que là aussi, Rolex dit, mon métier demain, ça ne va pas être juste vendre des montres neuves, mais ça va bien être de gérer tout mon produit et de créer un service, une valeur sur les produits reconditionnés avec la certification. Message clé, créer de la valeur. Vous êtes les mieux placés pour le faire. C'est vous qui connaissez vos produits, c'est vous qui savez comment ils ont été faits, qui avez les relations avec les fournisseurs. Rentrez dans ce domaine-là pour créer de la valeur et garder votre chiffre d'affaires. Petit détail, Refashion lance un challenge reconditionnement. Allez-y, profitez-en. On pourrait aussi parler upcycling. Si mon produit ne peut pas passer en seconde main pour X raisons, on pourrait aller vers le upcycling. Alors, c'est un mot qui veut dire qu'il n'y a pas vraiment de définition officielle, hein, le upcycling qui s'applique à beaucoup, beaucoup de choses. Je l'utilise parce qu'il est connu. Je vous mets ici quelques exemples. La marque Sapar qui va utiliser des produits de seconde main, qui va les transformer pour les remettre au goût du jour, les améliorer, etc. Et du coup, de nouveau, créer de la valeur économique, mais sans avoir ponctionné les ressources et les impacts. Exemple, alors j'aurais pu mettre aussi l'atelier Hermès, hein, le petit H qui fait ça. Bompard qui va utiliser la matière pour créer des accessoires en plus en lien avec l'ESS, l'économie sociale et solidaire, pour conserver la valeur de son produit et créer des nouveaux produits accessoires. Donc, beaucoup de potentiel, en fait, hein, sur se dire, mon produit est en fin de vie, c'est-à-dire que mon client ne le veut plus. En fait, au lieu de le considérer comme un déchet qui n'a plus de valeur, j'ai plein de possibilités de conserver cette valeur et de recréer de la valeur économique. Alors, petite vision. Oui, il faut que j'accélère, je suis trop bavarde. Allez, je vais vite quand même. Je voulais remettre toutes ces actions dont on a parlé en hiérarchie pour que les choses soient claires. Donc, on est bien sur notre pilier 3. 1, le réemploi. J'espère que vous êtes convaincus. Vous n'avez pas vraiment le choix. Il faut y aller. Et c'est bon pour l'environnement et c'est bon pour votre entreprise. Derrière, reconditionnement, qui est une sous-partie du réemploi, hein. Réutilisation, qu'on pourrait affecter à upcycling. Dans certains cas, la hiérarchie change, mais on va rester là-dessus. On peut imaginer une réutilisation de composants, ça vous concerne moins dans votre secteur, ça marche mieux dans d'autres. Et enfin, le recyclage. Et derrière, incinération, stockage, enfouissement. Donc, on voit dans la fin de vie du produit qu'il y a une vraie hiérarchie importante. Je tiens juste à montrer que le recyclage est la dernière des dernières étapes de l'économie circulaire et pas la première. Si on revient à ce qu'on s'est dit au début, le oui, mais on recycle, bah, oui, à la fin, quand on a fait tout le reste. En gros, l'idée ici, c'est de retenir le maximum de valeur. Et plus la boucle est courte, réemploi par rapport au recyclage, moins j'ai d'impact environnemental et plus j'ai de potentiel économique. C'est pas mal quand ça fonctionne du même sens. Plus la boucle est courte, moins d'impact, plus de potentiel économique. Allons-y, c'est à double bénéfice, voire à triple bénéfice sur ces éléments-là. Allez, je passe vite au pilier 2 pour garder un petit peu de temps. Vous vous souvenez, pilier 2, deux axes principaux, on allonge la durée de vie et on intensifie l'usage. Allonger la durée de vie, bah, simple, hein, on propose des services de réparation. Exemple iconique, Patagonia qui fait des tournées de réparation gratuites de ses vêtements en France, hein. Mais je vous mets aussi ici des marques qui viennent investir ce secteur-là. Veja qui vient d'ouvrir une boutique de réparation.
Kiabi, qui vient créer des corners qui vont permettre de réparer, personnaliser, donc upcycler et recycler en magasin. Donc là, encore une fois, le point de vente change sa fonction qui n'est plus juste je vends du neuf, mais je viens adresser tout le cycle de vie. Je vous passe l'exemple Decathlon. On pourrait aussi imaginer d'aller, pour faciliter cette durée de vie, le levier et la garantie. Ici, vous avez deux exemples de produits qui vont être garantis dans leur durée de vie. Pour aller vers cet allongement de la durée de vie, il faut des produits éco-conçus, des produits conçus pour cette durée de vie. Alors, tous les exemples ici, je les adore. J'adorerais vous en parler de chacun, mais je vais être obligée d'aller un peu vite. Les deux duos, c'est je conçois des produits qui peuvent être utilisés plus longtemps. Vous allez regarder les exemples. L'exemple 1083 que j'aime beaucoup personnellement parce que ça m'aurait bien rendu service en tant que maman il y a quelques années. Des produits dont je peux changer le bas, des jeans dont je peux changer le bas de jambe parce qu'il a été troué parce que vos enfants jouent aux billes dans la cour de récréation. C'est prévu dès le début. Je vais passer un petit peu de temps sur l'exemple de Roku. Donc, c'est une chaussure campeur. Ce sont des chaussures qui sont personnalisables, composées de 6 éléments. Donc, ça a un petit côté valeur pour le client qui va choisir ce qu'il veut faire. C'est pas ça qui m'intéresse. C'est surtout que du coup, c'est réparable. Je peux derrière changer un de ces éléments pour augmenter la durée de vie de mes produits. Et petit bonus, comme c'est séparable, c'est beaucoup plus facile pour recyclage. Donc, on voit que là, l'éco-conception a un rôle très important d'aller vers l'allongement de la durée de vie avec plusieurs éléments. Passer du temps sur le blog de Loom, c'est extraordinaire ce qu'ils font sur la façon dont ils vont intégrer cette notion d'allongement de durée de vie dans la conception de leurs produits. Ça passe aussi, cet allongement de la durée de vie, par de l'information. Je vais aller vite. La campagne de Levi's Dirty is the new clean. Lavez moins souvent votre jean. On le sait que le lavage, séchage est une partie importante de l'empreinte, enfin une partie importante des impacts sur le cycle de vie d'un produit. Je vais vite là-dessus, mais pourtant, je pense que c'est important que les metteurs en marché investissent cet accompagnement de la consommation responsable des consommateurs. Moi, je rêve que demain, quand je vais acheter un vêtement, avant même que je paye, j'ai un conseil du vendeur sur comment le réparer, comment l'entretenir, comment le laver, que ça soit partie intégrante de mon achat d'un vêtement. Alors, voilà sur l'allongement de la durée de vie, ce qui peut être porté par les marques et les distributeurs. On a vu dans cette partie usage, intensifier l'usage allait être important. Vous avez tous entendu parler de la location des vêtements. C'est un moyen d'intensifier l'usage et d'éviter tous les impacts qu'on a pu voir. Les exemples plus connus, une robe un soir. Pourquoi acheter une robe de soirée que je vais porter une ou deux fois alors que je peux la louer? Tout simplement, ça, on voit bien le sens d'ailleurs. L'initiative de bocage qui le fait là sur une paire de chaussures, où je peux louer ma paire de chaussures et la changer par rapport à ça. Je voudrais aller un petit peu plus loin que la location. En fait, quand on parle de l'économie de la fonctionnalité, l'économie de l'usage, le premier niveau, c'est la location. Mais on peut aller plus loin. Et pour ça, je vais utiliser l'exemple du We Play It Circular de Decathlon, qui est un modèle qui est très intéressant. Qu'est-ce qui se passe dans cette initiative? Je peux aller, supposer que vous soyez une famille, vous avez 2 enfants toute la famille est sportive, vous avez envie de pouvoir tester tous les sports. En plus, vos enfants ont la très mauvaise idée de grandir, donc vous êtes obligé de renouveler votre matériel. Si vous êtes une famille à budget relativement limité, vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter systématiquement tous les nouveaux équipements de sport. Ce que propose Decathlon, vous payez 25 € par mois et vous avez accès à 400 € de matériel et vous changez autant de fois que vous voulez. C'est l'économie de l'abonnement. Quel intérêt? Pour la famille, un intérêt indéniable. Pour la planète, un intérêt indéniable. Plutôt que de vendre une multitude de produits, on va avoir des produits qui vont être utilisés plus longtemps. Et pour Decathlon, un intérêt indéniable. Fidélité du client, récurrence des revenus. Decathlon va jusqu'à dire que le potentiel de création de valeur par produit dans ce modèle-là serait jusqu'à 10 fois supérieur à la vente de produits neufs. Donc, quand on arrive à trouver un modèle d'affaires qui permette à tous les intervenants, tous les acteurs principaux d'avoir un bénéfice, ça commence à être pas mal. Le client y gagne,
La marque, le metteur en marché gagne, la planète y gagne. Il y a quelque chose à aller chercher là-dessus. On peut aller dans la mode, vous savez qu'il y a eu beaucoup d'initiatives, beaucoup qui n'ont pas réussi à survivre, hein. C'est un marché qui se lance. Il y a des résistances et des freins des consommateurs, c'est clair, mais qui, je pense, vont s'atténuer. Et aujourd'hui, on revoit une nouvelle émergence de ces acteurs-là ou des marques traditionnelles qui s'y lancent parce que le potentiel est énorme et les gains sont importants. Dernière en date à l'avoir annoncé, Kiabi, hein. Donc, on n'est pas juste sur des marques de premium, on va jusqu'à Kiabi qui se dit, ça fait partie du service que je peux offrir. Petit focus sur les gains, très difficile d'estimer précisément quels seraient les gains environnementaux de cette solution-là, surtout dans le textile, parce qu'il y a forcément l'impact du nettoyage qui va impacter de façon importante. Un chiffre qui vaut ce qui vaut, 40% d'émissions de gaz à effet de serre en moins. Attention au mode de retour. Si votre client il prend sa voiture pour aller ramener ses vêtements en magasin et qu'il est à 50 km, ça va impacter. L'impact du nettoyage et bien sûr l'impact de la durabilité initiale des produits. Si ces produits ne peuvent pas être mis en location, tous les bénéfices vont s'annihiler. Donc c'est intéressant de voir que ces nouveaux business models vont forcer une montée en qualité des produits mis sur le marché. Et vous le savez tous, hein, c'est un des problèmes que nous avons actuellement. Autre effet induit de ce type de modèle, c'est la baisse avérée de l'achat neuf. Donc, on a un impact naturel de ces modèles-là sur l'environnement. Alors, vont venir challenger vos business models à vous. Mais du coup, ça vous devrait vous motiver d'autant plus à y aller parce que ça devrait amplifier la baisse de vêtements neufs. Alphonse, je te laisse Ouais. Aïe, avancer pour qu'on ait le temps un peu pour les ouais. questions-réponses. Du coup, je vais sauter cette partie-là qui est nettement pourtant passionnante. C'est comment je peux aller encore plus loin dans l'économie de la fonctionnalité en passant à l'économie de la performance. Mais vous me recontacterez si vous voulez qu'on en parle plus. Mais voilà, qui est le business model peut-être le plus challengeant, mais le plus positif de ce que nous sommes amenés à faire dans les années à venir, qui est difficile à mettre en place, notamment dans le secteur du textile. J'avais ici deux exemples qui allaient là-dedans, mais je vous en reparlerai peut-être dans les questions si vous le souhaitez. La clé ici, c'est de penser besoin. C'est d'essayer de changer nos perceptions en tant que metteur sur le marché où on pense produit, 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 et d'aller au maximum vers quel est le besoin. Là, je vais aller vite aussi, vous aurez la slide derrière. Tous ces modèles-là présentent des avantages vraiment indéniables, même si nous avons tous nos résistances pour y aller. Et c'est peut-être la seule chose qu'il faut qu'on arrive à changer pour que ça émerge, c'est nos propres résistances, nos changements de paradigme. Des intérêts pour le consommateur, des intérêts et des freins, notamment le rapport à la propriété. Être posséder mon vêtement me rassure. Est-ce vraiment le cas? Et des avantages pour les metteurs en marché, hein, notamment de rentabilité, peut-être pas tout de suite, mais demain, création de valeur, de chiffre d'affaires pérenne, etc. Et des freins, des difficultés à mettre en place, ça, je ne peux pas les enlever. Allez, je passe vite. Avec encore une fois notre bonus, hein, c'est la montée en gamme, la montée en qualité des produits qui va s'opérer naturellement par la mise en place de ces systèmes. Ok, donc on a vu le pilier 3, comment retenir de la valeur, réintégrer dans le système économique et générer du chiffre d'affaires. Notre pilier 2, j'allonge la durée de vie des produits, j'intensifie l'usage. On va passer au pilier 1. Je vais aller très vite parce que ça, vous le maîtrisez généralement très bien et Refashion vous y aide avec toutes les actions sur l'éco-conception. Il faut éco-concevoir. On peut travailler sur la relocalisation, l'optimisation de la chaîne de valeur, les achats durables avec les matières certifiées, avec les relations fournisseurs, travailler sur la production responsable, la fabrication à la demande. Plein d'opportunités ici qui sont souvent relativement faciles à mettre en place et que vous adressez naturellement. Je vais juste remettre l'accent sur un des piliers, enfin une des actions très liées à ce pilier 1. C'est une réflexion sur l'offre, à la fois en quantité et en qualité. Et puis tout ce qui est marketing responsable. Alors, si on prend un petit peu de recul sur ce qu'on vient de voir, les 5 principaux modèles d'affaires circulaires sur lesquels on peut rentrer, tout ce qui est design circulaire, hein, notre fameux pilier 1, l'allongement de la durée de vie,
en créant du service pour accompagner cet allongement de la durée de vie. Tout ce qui concerne l'intensification de l'usage avec la location, l'abonnement et la performance. Et puis tout le pilier de circularisation, comment je réintègre, réemploi, reconditionnement, upcycling, comment je conserve la valeur de mon produit et je recrée de la valeur économique avec. Si on prend un petit peu de recul, nos métiers dans tous les secteurs vont évoluer, ou nos modèles d'affaires vont évoluer de je fabrique, je vends et c'est fini, ce n'est plus mon problème, à cette approche circulaire des business models, je vais venir créer de la valeur sur tout le cycle de vie du produit. Ça va me permettre aussi de conserver l'accès à la ressource sur cette là. Si j'avais l'interaction avec vous, je me demanderais quel est le pilier le plus important. Très souvent, vous avez travaillé sur le pilier 1, éco-conçu, achat responsable, etc. Dans certains cas, vous avez travaillé sur le pilier 3, du réemploi, du recyclage. Et très souvent, au milieu, pas grand-chose. Et pourtant, c'est là la clé. C'est dans les mondes de demain, il faut que nous repensions cette phase d'usage avec certaines actions qu'on a pu voir. C'est là la clé, si on revient sur ce qu'on a vu tout au début, hein, c'est bien ce nœud-là, c'est la phase d'usage, comment je peux contribuer à repenser cette phase d'usage dans le monde de demain. Alors, en gros, qu'est-ce qu'il faut? Facile à dire. En tout cas, les prérequis me semblent être de changer d'une approche produit et passer à une approche besoin. Comment je peux satisfaire demain le besoin de mon client? Passer d'une approche volume à une approche valeur. Changer son rapport au temps, passer d'une réaction court terme à une approche long terme. Oui, mettre en place un modèle de location, c'est compliqué, c'est long, et la rentabilité est à beaucoup plus long terme que juste la vente, mais c'est bien une des clés importantes pour penser les modèles de demain. Et probablement aussi de mettre en place tout un tas de coopérations avec tous les acteurs de votre chaîne de valeur, mais aussi par secteur, pour pouvoir mettre en place ces systèmes. Donc, c'est 4 éléments clés de cette approche. Alors, face à ça, est-ce qu'on attend ou on n'attend pas? Ici, vous avez les 3 grands acteurs économiques de notre société, hein, donc les marques, les metteurs en marché, le citoyen, l'État. Quand je discute avec des marques, je l'ai évoqué, et on a plein de freins sur l'idée d'y aller. Cannibalisation du chiffre d'affaires, l'image de marque, le client n'est pas prêt, on a essayé, ça ne marche pas, etc. Il y a une prime au vice, notamment dans le secteur du textile, bref, tout un tas de raisons, honnêtement des bonnes raisons de ne pas y aller, mais qui ne sont pas suffisantes, on va voir. Si on regarde le client, on a vu que sur les offres de location, il y avait beaucoup de marques qui avaient eu du mal à émerger. Peut-être que c'était trop tôt. Pourtant, le marché frémit. Les Français commencent en gros, à 80%, à dire qu'ils sont prêts à aller vers une consommation responsable, à changer leur mode de consommation, d'aller tester toutes ces nouvelles choses. En réel, peu le font encore, mais le marché est prêt à basculer. Donc, allez-y, testez. Parce que c'est un petit peu l'effet de bascule, hein. C'est-à-dire, oui, on sent qu'il y a des tests, ça fonctionne, on a envie, mais on ne sait pas, etc. Soit vous laissez les autres y aller à votre place et ils vont prendre le poids, soit vous allez apprendre, tester et trouver, je l'espère, la bonne solution pour lancer là-dessus. En termes d'État, on pourrait dire, et vous avez raison, la prime novice, on n'a pas les solutions, tout ce qui est mis en place ne nous aide pas. Ça, c'est le verre à moitié vide. On peut aussi regarder le verre à moitié plein. L'affichage environnemental, on pourra en discuter si vous voulez après, la CSRD, la taxonomie verte, et bien sûr, le dernier petit nouveau, la loi contre l'ultra fast fashion, hein, qui vient de faire, qui est critiquable, mais néanmoins qui a un élément fort de dire que tous les acteurs sont en train d'avancer. Donc oui, vous pouvez rester en arrière et continuer à faire des petites choses, soit vous vous dites c'est vraiment là où il faut y aller, j'y vais, je démarre, je teste, j'apprends, je vais gagner en compétences et je vais trouver le moyen d'y aller et contribuer à ce changement. Alors, en gros, en petite conclusion, on a une possibilité, on a un panel
panel de possibilités pour commencer à changer nos business models et sortir de cette course au volume systématique qui vont nous permettre, j'espère, de définir des business models future fit qui vont nous aider à prendre soin de notre planète dans les années à venir. Voilà, aujourd'hui, en rapide, ce qu'on pouvait se dire. Oui, je vois que le temps, heureusement que j'avais mis un réveil pour bien surveiller le temps. Désolée, je suis partie dans ma Merci beaucoup, passion. Anne-France. Voilà, alors, Alors, merci vraiment Anne-France. En même temps, je t'ai pas coupé parce que c'était très clair et moi personnellement, en tout cas, j'ai trouvé que c'était très intéressant comme levier d'action. Alors, ce qu'on va faire, c'est que comme vous avez compris, on a un peu explosé le timing. On va tout de suite vous partager le QR code de la présentation. Enfin, pardon, le QR code avec le questionnaire de satisfaction pour que les personnes qui doivent vraiment nous laisser à 10h30 eh bien, puisse quand même nous donner votre point de vue. Et puis, si Anne-France, tu es d'accord, on va prendre les questions au fur et à mesure, quitte à déborder jusqu'à 35, pour que pas de les souci personnes, pour moi. voilà, pour que les personnes qui ont besoin de se déconnecter se déconnectent. Voilà, donc on vous met le. Là, vous avez à l'écran le QR code et on va vous le mettre aussi dans le chat. C'est déjà fait. Merci beaucoup, Claire. Et je prends les questions et on finira à 35. Donc, question sur la fresque de l'économie oui, fresque circulaire. Est-ce que cet atelier est disponible dans toute la France? Vers qui devons-nous nous tourner? Je précise que dans les commentaires, il y a quelqu'un qui a dit que c'était un super atelier, donc merci à cette personne. Anne-France, la fresque a un site? Oui, disponible toute France, toute Europe aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas, on a 600 animateurs en France, dont certains spécialisés dans le textile. Vous me contactez moi si vous voulez être sur de spécifiques textiles, mais vous contactez l'asso, on vous mettra quelqu'un qui sera capable d'adapter ces exemples au textile. Voilà, merci, mais je reviens dessus parce que c'est vrai qu'on on l'entend beaucoup, nous aussi, en atelier, hein, que c'est vraiment un très bon moyen d'embarquer les équipes, donc voilà. Euh, Concernant les différents exemples circulaires que tu as partagés, est-ce que tu as des feedbacks sur la dimension économie et la rentabilité des tests? Oui et non. C'est évidemment la problématique, c'est la complexité de la chose et les effets de mise en place sont difficiles. Mais aujourd'hui, on voit de plus en plus d'initiatives qui ont du succès et sur lesquelles on faut aller. Donc oui, il y a quelques analyses, mais globalement, les marques qui se lancent là-dedans sont aussi en train de dire on ne demande pas une rentabilité à 6 mois, voire même à 12 mois. On lance 2 ans, on apprend en même temps que nos clients, on essaye de comprendre comment ça marche. Si vous attendez une rentabilité à 6 mois, n'y allez pas. Si vous voulez vous lancer, comprendre, il y a une rentabilité forte. Je vous rappelle ce que dit Decathlon, hein, vous verrez sur les slides, je n'ai pas tout lu. La rentabilité des modèles d'abonnement serait jusqu'à 5 à 10 fois supérieure. Et je pourrais enfin, si vous me contactez, on peut en discuter. Il y a des choses à faire. Mais n'attendez pas la baguette magique, hein. Ce n'est pas la chose qui va vous, dans les 3 mois, dégager 25% de marge. Non, ça c'est non. Merci beaucoup. Et effectivement, c'est ce que je partageais en off tout à l'heure, mais je trouve que c'est vraiment un bon exemple. Vincent Dargène de l'ADEME, qui est spécialiste de l'économie de la fonctionnalité, disait la semaine dernière, l'économie, enfin, revoir son modèle d'affaires, c'est toucher au mur porteur, ce n'est pas de la décoration. Donc voilà, je trouve que l'image parle d'elle-même et il s'agit bien d'un cheminement long terme. Connaît-on l'effet rebond et l'impact sur le renoncer et réduire causé par la possibilité de faire du seconde main? Par exemple, je peux l'acheter puisqu'il sera réutilisé. Alors, il y a plein d'études là aussi que vous pouvez Ouais, aller voir. Malheureusement, il est très important. oui. Il est très, très important, hein. On a 30% des gens qui vont acheter, qui revendent pour acheter, 30%, enfin, il y a plein de chiffres qui valent ce qu'ils valent, mais clairement, c'est important. Donc là, en gros, ce qu'on est en train de porter, hein, c'est de dire que beaucoup de choses passent par un changement de paradigme et que si l'économie circulaire ne permet pas d'atteindre la sobriété, on va avoir raté notre objectif. Pour moi, l'économie circulaire, c'est un outil au service de la sobriété. Et c'est aussi un moyen de rendre la sobriété désirable. Dans la sobriété, c'est pas juste je me prive, c'est je consomme différemment. Et si j'ai envie d'avoir une petite robe sympa pour l'été, ben je peux, sauf que j'en aurai peut-être pas 5 et je vais peut-être le faire différemment. Ouais, alors je peux pas m'empêcher de dire que chez Auré, on organise un événement le 21 mai sur la thématique de la sobriété en lien avec l'économie circulaire, qui est un événement qui est ouvert à tous et toutes. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé, c'est sur comment les entreprises peuvent s'approprier ce concept de sobriété.
Qu'est-ce que la Primovis, Anne-France, que tu as mentionné La dans le secteur Primovis, textile? alors, ça, pareil, ça peut prendre des heures à discuter, donc on va pas le faire. Mais en gros, si je reprends les premières étapes de l'affichage environnemental, il valait mieux faire un t-shirt en polyester super léger qui se casse en 2 minutes. Mon empreinte environnementale était moins élevée qu'un beau t-shirt en coton bio épais. Donc en gros, c'est de dire que c'est plus rentable et même sur un point de vue environnemental, enfin pas sur un point de vue environnemental, mais que cette facilité de la mauvaise qualité, vous aviez du mal à... Je suis pas claire. Désolée, je me Ça calme. fait une heure que tu parles à Euh, moi. je veux faire vite, donc ça part dans tous les sens. Je reprends juste mon exemple là. Dans un affichage, enfin sur les premières analyses de cycle de vie des produits, je fais un t-shirt en polyester de mauvaise qualité, ben, j'ai un meilleur résultat environnemental que si je fais un t-shirt en coton bio. Quelque part, c'est ça une primovis, entre autres. Il y a plusieurs éléments, mais je réponds Ouais, alors vite. je complète que c'est largement documenté sur le site de Loom, que tu as mentionné, Anne-France, et qui a vraiment Mm. fait voilà, une description très précise de ce qui est entendu par la Primovis. Donc, je vous invite à consulter cette ressource Et quelque également. part, la loi contre l'ultra fast fashion, qui j'espère va être publiée, c'est justement ça, c'est de dire, c'est contrer cette histoire de primovis, hein, d'essayer d'y arriver. Après, elle n'est pas parfaite, mais au moins elle est là et elle est à mon avis très positive. Super. Alors, j'avais aussi une question je vais envoyer mon mail pour que vous puissiez me contacter sur l'événement du 21 mai. Et qu'entendez-vous par effet Vélib en parlant des freins? Un des effets pervers des modèles d'économie de la fonctionnalité, c'est que moi, consommateur, comme je ne suis plus propriétaire, je ne fais plus d'efforts sur le produit. Donc, c'est les Vélib qu'on retrouve au fond de la Seine qui sont tous cassés. Je ne suis pas propriétaire, j'en ai rien à faire. Avec quand même, dans ces modèles-là, plusieurs choses, c'est que le metteur en marché, c'est lui qui est responsable du produit. Donc là, lui, il veut un produit durable, réparable, parce qu'il a intérêt à ça. Juste pour contrer ça, si vous regardez ce que Decathlon, donc son modèle We Play It Circular, et j'ai d'autres exemples d'autres marques, c'est qu'au contraire, comme dans ces modèles de location, maintenant le consommateur est tracé, hein, puisqu'il ramène un produit, les taux de casse de retour sont très, très, très faibles. C'est du 2 à 3%. Donc en gros, cet effet Vélib serait annihilé puis à partir du moment où il est identifié. Le problème du Vélib, c'est qu'on ne sait pas qui. Donc, c'était ça le problème. Donc, en fait, il ne faut pas avoir peur de ça. Les gens prennent conscience et puis il y a cette responsabilité. Hmm. Alors, il y a une question sur comment réussir à chiffrer tous les gains d'un modèle circulaire afin d'embarquer les dirigeants. Ah, et Cela oui, laisse c'est une très grosse difficulté que nous avons dans ces éléments-là. C'est que oui, le chiffrage est extrêmement compliqué, même une ACV, on le sait tous, hein, c'est basé sur des tonnes d'hypothèses qu'on peut faire varier dans un sens, dans un autre. Dans le monde dans lequel on va, qui est un monde extrêmement complexe et systémique, la mesure est évidemment importante, mais il faut accepter, je pense, que cette mesure n'est pas parfaite. Elle ne soit pas parfaite parce qu'on ne peut pas tout simuler. Donc, on a, dans ce monde, on a besoin de mesures, de retour sur investissement, etc. Je pense malheureusement, on ne peut pas appliquer tous ces fonctionnements de mesures ultra précises à ce besoin. Il faut accepter qu'il y a un flou. Et très souvent, ce qui marche, c'est dans des entreprises où la direction ont compris qu'il fallait y aller et acceptent de ne pas avoir tous les chiffres à la virgule parce qu'on ne les aura pas. Et dès qu'on met une mesure en place, hein, vous le savez, dès qu'on met un indicateur, bah forcément l'indicateur, il est réducteur. Donc oui, il faut des indicateurs, mais ne pas attendre de tout baser sur les indicateurs. Je Euh, vois une question sur la précommande. oui, Génial. vous allez y Mais aller. attention, on ne résout pas le problème. Le problème, il est sur l'usage. Donc, je ne suis pas contre la précommande, hein, mais quelque part, on ne résout pas le problème. On résout quand même un peu le problème du volume, non? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne suis pas sûre. On Hmm. résout le problème des invendus, mais aujourd'hui, de toute façon, on ne peut plus les détruire. Oui, il y a le consommateur réfléchi, attend. Donc, tout ça, c'est positif. Mais quelque part, on est toujours dans cette course au volume, même si elle est indirecte. Donc, oui, mais on ne va pas suffisamment au bout avec le système de précommande. Si vous faites de la précommande avec un service de réparation, une consigne pour récupérer vos vêtements et pouvoir les redonner, tout va bien.
Ok. Merci. Alors, il y a aussi des questions sur l'accompagnement. Donc, l'industrie a-t-elle besoin d'un accompagnement, tel que des formations en upcycling, ou comment les metteurs en marché peuvent être accompagnés sur ces thématiques? Alors, je vais te laisser faire ta réponse et puis peut-être qu'on aura une réponse complémentaire. Oui, il faut de l'accompagnement. Il y a de plus en plus d'acteurs. Je pense que Refashion peut faire des choses et probablement Auré. Et nous aussi, évidemment, voilà, il y a plein de choses à faire. Oui, c'est des nouveaux métiers à apprendre, des nouvelles compétences, des nouveaux indicateurs, on l'a vu, des nouvelles façons de penser. Et ça ne se fera pas malheureusement d'un coup de baguette magique. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que se faire accompagner, ça fait largement partie du chemin, comme tu dis. Je pense qu'il y a également, enfin voilà, cette notion de ne pas rester seul. En fait, on ne peut pas avancer dans une démarche de transition et d'autant plus quand enfin, de transition de façon générale. Et d'autant plus quand on touche au modèle économique, si on ne parle pas, si on ne génère pas de la coopération. Et tu l'as dit rapidement, mais il y a vraiment ce changement de mindset à opérer. Et voilà, tu l'as dit rapidement, mais précisément en parlant de possession à usage d'un bien, etc., de compétition à coopération. Et en fait, ce changement de mindset fait intégralement partie de la solution et avec cette notion de coopération. Je J'insiste juste pense que dessus parce que d'ailleurs, sur beaucoup d'actions, pour les rentabiliser plus rapidement, très souvent, ça peut se faire entre marques, hein. Vous avez probablement entendu parler de ce concept de coopétition, c'est de dire je reste concurrent des marques à côté de moi, mais je collabore sur ce qui fait du sens pour justement avoir un effet de levier. Et Mhm. ça, c'est une nouvelle façon de penser. Je pense que sur ces initiatives-là, c'est très important. Merci à Annick et Caroline qui sont encore là à nous qui sont encore là à 10h34 et qui en plus soutiennent notre propos. Donc c'est appréciable et apprécié. Je propose qu'on finisse là-dessus. En fait, moi, j'aimerais bien qu'on finisse ce webinaire sur ce terme de coopération. Voilà. Voilà, c'est un beau mot pour finir. C'est un beau mot pour finir et merci vraiment. C'était un plaisir de t'entendre, Anne-France. Merci à tous et toutes. On vous souhaite une bonne journée, des beaux projets circulaires, coopérants, avec des nouveaux mindsets et à très bientôt pour d'autres événements Refashion. Et je vous rappelle, hein, le questionnaire de satisfaction est vraiment important pour nous aider à affiner les discussions. Ouais.